La poussière rouge s'élève sur la route du Burkina Faso. Ibrahim Traoré, président militaire, fait face à un défi majeur. Un magnate puissant, Victor Kohamé, a bloqué une route vitale pour le pays. Ce geste provoque un choc international. Une confrontation se prépare, celle qui pourrait transformer l'avenir du Burkina Faso. Quel sera l'impact pour la souveraineté nationale et le pouvoir en place? Comment Ibrahim Traoré réagira-t-il face à cette menace? Un chemin difficile s'ouvre devant lui. Ibrahim Traoré, en tant que chef de l'État, sait que la stabilité du Burkina Faso dépend de chaque décision qu'il prend. Face à Victor Kouamé, l'un des plus riches et des plus puissants magnats de la région, chaque mouvement a des conséquences cruciales. L'hésitation pourrait coûter bien plus que le pouvoir politique, mais la sécurité même de la nation. Kohamé, avec son empire économique et son réseau d'influence tentaculaire, crée un défi que même les dirigeants les plus audacieux devraient redouter. Mais Traoré, avec sa détermination et son sens du devoir, ne peut pas reculer. Sa décision ne façonnera pas seulement cette confrontation, mais pourrait redéfinir l'ensemble du système de pouvoir, envoyant un message clair aux hommes d'affaires, aux politiciens et au peuple du Burkina Faso. Il n'y a pas de place pour la corruption et les intérêts publics doivent toujours être protégés. La confrontation entre Ibrahim Traoré et Victor Kohamé commence à prendre une tournure inattendue. Un incident simple mais significatif se produit lorsque le convoi présidentiel atteint la porte fermée par Kohamé, une barrière apparemment inoffensive, mais qui cache un enjeu bien plus grand. Traoré, l'homme qui n'a jamais hésité à prendre des décisions difficiles, se retrouve dans une situation où chaque mouvement pourrait marquer l'histoire du pays. Ce qui semblait au départ un simple blocage de route se révèle être un microcosme de l'affrontement entre l'élite corrompue et la lutte pour l'indépendance nationale. La route bloquée est plus qu'une simple voie de communication. Elle est le symbole de la souveraineté nationale et du contrôle des ressources publiques. Cette route traverse des terres agricoles vitales, servant non seulement à transporter des produits agricoles essentiels, mais aussi à connecter des communautés rurales entre elles. La décision de Kohamé de bloquer cette route sous prétexte de propriété privée soulève une question fondamentale. Qui détient réellement le pouvoir dans un pays où les élites économiques défient l'État? Traoré, calme mais déterminé, comprend qu'il ne s'agit pas simplement d'une bataille sur une route. C'est un combat pour l'âme même du pays. Kohamé, quant à lui, ne voit pas au-delà de ses intérêts personnels. La porte qu'il a installée n'est pas juste une barrière physique, elle est le reflet de la manière dont les grandes fortunes manipulent les structures de pouvoir pour leur propre profit, au détriment des citoyens ordinaires. La confrontation qui s'annonce pourrait bien marquer un tournant dans la politique de Burkina Faso, un tournant où les intérêts privés ne prévaudront plus sur l'intérêt général. Ibrahim Traoré, en tant que président du Burkina Faso, incarne un leadership résolu, prêt à défier les intérêts privés qui tentent de s'imposer à l'État. Dès l'instant où il se trouve face à la porte fermée de Victor Kohamé, l'ampleur de la situation devient claire. C'est une confrontation entre deux mondes. D'un côté, l'homme politique représentant du pouvoir populaire et de l'intégrité nationale, de l'autre, l'homme d'affaires symbolisant un système qui manipule les failles juridiques pour accumuler richesse et pouvoir. Le rôle de Traoré ne se limite pas à être un simple médiateur dans cette crise. Il devient le symbole de la résistance contre les pratiques corrompues et une légende en devenir pour le peuple burkinabé. Dans les premières minutes de cette confrontation, il fait preuve d'une stratégie calme mais implacable. Plutôt que de recourir à la force brute, il choisit la voie de la pression légale et morale. Sa décision de ne pas céder devant l'arrogance de Kohamé envoie un message puissant à la fois à l'élite locale et aux citoyens. L'État n'est pas un terrain de négociation pour les intérêts privés.
Les premiers effets de cette confrontation commencent à se faire sentir rapidement. Et d'abord, que Koame, confiant dans sa position, tente de se défendre en invoquant des arguments légaux et financiers, Traoré met en lumière la véritable nature de l'absurdité de cette situation. C'est là qu'il devient clair que cette bataille n'est pas qu'une simple querelle entre deux individus, mais un affrontement entre deux visions de la société. Le peuple de Burkina Faso est désormais témoin d'une lutte décisive pour son avenir. L'affrontement entre Ibrahim Traoré et Victor Koame se déroule sous un climat de tension palpable. Dès l'instant où le convoi présidentiel arrive devant la porte fermée, un sentiment de crise s'installe. Traoré, avec une calme détermination, ordonne à ses officiers de ne pas céder. Le commandant de l'escorte descend de son véhicule et se dirige vers la porte. L'air est lourd de tension. Les soldats et les gardes de sécurité privés de Koame se fixent, mais aucun d'eux ne bouge. Traoré, restant dans son véhicule, observe sans dire un mot. Les conseillers de Traoré, nerveux, échangent des regards inquiets. Leurs yeux suivent chaque mouvement du commandant de l'escorte qui s'approche de plus en plus de la barrière. La scène est irréelle. Un conflit de cette envergure semble impensable dans un pays où la souveraineté nationale a été constamment minée par des intérêts privés. Mais Traoré, ferme dans sa position, refuse de céder. Il comprend que ce moment est crucial. Si Koame parvient à imposer sa volonté, cela signifiera une défaite pour l'État et un précédent dangereux. La situation devient encore plus tendue lorsque l'un des agents de sécurité de Koame, armé, fait un pas en avant. La confrontation directe semble inévitable. Le commandant de l'escorte de Traoré fait face à cet homme avec une autorité implacable. En moins de 3 minutes, le dialogue s'installe. Le garde de Koame tente de justifier la barricade en expliquant qu'il s'agit d'une route privée et que l'accès n'a pas été autorisé. Traoré reste silencieux, observant la scène avec une intensité qui met tout le monde mal à l'aise. Il sait que ce qu'il fait aujourd'hui aura des répercussions bien au-delà de cette simple confrontation. À ce moment précis, Traoré demande que Koame vienne lui-même, un geste audacieux mais stratégique. En l'appelant personnellement, il renverse la situation en lui donnant une chance de négocier en personne, tout en maintenant la pression. Cela montre à la fois la puissance et la subtilité de son leadership. Koame, arrogant et sûr de sa position, accepte l'invitation et se rend sur place. Lorsqu'il sort de sa résidence, vêtu d'un costume impeccable, il porte une expression de dédain, inconscient de la véritable dynamique qui se joue. Le premier échange entre Traoré et Koame est tendu. Koame tente de défendre son action en parlant des investissements et de la légalité de la situation. Il insiste sur le fait que la route fait partie d'un projet privé et que l'État avait accepté un autre itinéraire. Mais Traoré, avec une calme implacable, contre-attaque en démontrant que l'alternative proposée par Koame est impraticable et que le projet n'a même pas commencé. La vérité éclate au grand jour lorsque Traoré dévoile des informations sur les paiements avancés par le gouvernement pour l'itinéraire alternatif qui n'ont jamais été utilisés. Koame, piégé par ses propres mensonges, perd sa posture d'arrogance. Le jeu a changé. Ce n'est plus une question de propriété privée, mais de justice et de corruption. Ce moment où Koame réalise qu'il est désormais à la merci de Traoré marque un tournant décisif dans la confrontation. Le regard de Koame se durcit, mais il est chaud maintenant confronté à un homme qui ne reculera pas. Cette bataille ne concerne plus seulement une route bloquée, elle touche au fondement même du pouvoir et de l'intégrité. Traoré, avec son calme inébranlable, devient l'incarnation de la justice dans un monde corrompu. La pression est montée d'un cran, et l'issue semble désormais incertaine pour l'homme d'affaires. Les premières données concrètes commencent à émerger, et d'abord,
que l'affrontement entre Ibrahim Traoré et Victor Koamé prend une tournure plus sérieuse. Le président Traoré, avec une précision calculée, expose les preuves de la corruption et des malversations entourant le projet d'infrastructure bloqué. Selon les rapports de ses conseillers, des documents ont été récupérés, démontrant que le gouvernement a payé 16 millions de dollars pour un projet d'itinéraire alternatif qui n'a jamais vu le jour. Cette somme, bien qu'impressionnante, représente une fraction minime des fonds publics détournés au fil des ans par des hommes d'affaires comme Koamé. Les chiffres sont accablants. L'entreprise de Koamé, qui se vante de ses investissements dans des projets immobiliers et des infrastructures de luxe, a détourné des milliards de dollars sous forme de contrats publics frauduleux. Selon un audit interne mené par le gouvernement, une estimation préliminaire révèle que Koamé et ses associés ont siphonné environ 243 millions de dollars au cours des 5 dernières années à travers des pratiques illégales. Le calcul de ces montants est d'autant plus choquant lorsque l'on prend en compte les investissements dans des projets qui ont échoué ou été bâclés. Le système d'investissement immobilier de Koamé, qui visait à créer des complexes de luxe à Ouagadougou et en Côte d'Ivoire, a coûté à l'État des millions tout en alimentant sa fortune personnelle. Une des informations clés révélées est que l'ensemble du réseau de financement immobilier était basé sur des prêts à taux usuraires avec des intérêts annuels atteignant des niveaux vertigineux, parfois jusqu'à 60%. De plus, les contrats d'assurance vie vendus par son entreprise se sont avérés être des arnaques, avec des clauses cachées qui empêchaient les bénéficiaires de percevoir des indemnités, ce qui a entraîné des souffrances pour des milliers de familles. En outre, les données sur l'implantation d'un système d'énergie solaire dans les propriétés de Koamé sont également troublantes. Bien que des millions de dollars aient été investis dans ces installations, la grande majorité de l'énergie produite a été utilisée exclusivement pour alimenter ces complexes privés, privant ainsi les communautés locales des bénéfices de l'énergie renouvelable. Toutes ces informations ne sont pas seulement des chiffres froids, elles illustrent un système de pillage organisé où les fonds publics ont été détournés pour enrichir une élite au détriment du peuple. Les documents internes et les enregistrements financiers qui ont été récupérés par les autorités burkinabè montrent clairement que les activités de Koamé n'étaient pas seulement illégales, mais qu'elles étaient également menées avec une arrogance démesurée. En contrôlant les ressources publiques et en utilisant la corruption comme levier, Koamé a réussi à manipuler un système qui, sous l'apparence d'un développement économique, servait en réalité à solidifier son pouvoir personnel. Ibrahim Traoré, armé de ces données irréfutables, fait face à un dilemme. S'il ne prend pas de mesures immédiates et décisives, il pourrait permettre à ce système corrompu de se perpétuer. Mais avec la pression croissante de la communauté internationale, des journalistes et surtout du peuple burkinabé, la situation devient de plus en plus inextricable. Koamé, qui croyait avoir tout sous contrôle, se retrouve désormais confronté à une réalité qu'il n'avait pas anticipée. Les preuves sont accablantes et sa position se fragmente à vue d'œil. L'affrontement entre Ibrahim Traoré et Victor Koamé atteint son apogée. D'un côté, l'élite économique, incarne par Koamé, défend son empire d'investissement, tandis que de l'autre, Traoré, armé des preuves d'une corruption flagrante, se dresse comme un rempart contre ces pratiques. Koamé, avec son réseau international et ses connexions politiques, revendique sa légitimité par ses succès économiques. Il insiste sur le fait que ses projets immobiliers ont créé des milliers d'emplois, qu'ils ont attiré des investissements étrangers et ont contribué au développement d'un pays qui manque cruellement d'infrastructures. À ses yeux, l'argent et le pouvoir qu'il a accumulés sont la preuve de sa compétence et de son mérite. Pour lui, les décisions qu'il a prises étaient nécessaires
pour le progrès du pays, bien que, dans les faits, elles aient largement servi ses propres intérêts. De l'autre côté, Traoré soutient que la véritable prospérité d'un pays ne peut être construite sur la corruption et l'exploitation des ressources publiques. Selon lui, l'objectif d'un dirigeant n'est pas de privilégier les intérêts privés au détriment de l'intérêt général, mais de protéger les droits des citoyens. Il met en évidence l'asymétrie entre les riches élites et le peuple qui continuent de lutter contre la pauvreté malgré les promesses de développement. Les preuves accumulées montrent que les soi-disant projets de développement de Koame ne sont que des façades qui camouflent un système d'exploitation systématique des plus vulnérables. Traoré ne nie pas l'importance des investissements étrangers, mais il soutient que ceux-ci doivent être utilisés pour renforcer les infrastructures publiques et améliorer la qualité de vie des citoyens, pas pour enrichir une poignée d'individus. Le débat entre les deux hommes se cristallise autour de la question fondamentale. Est-ce que la prospérité d'une nation passe par l'enrichissement de quelques-uns ou par la justice sociale et la redistribution des ressources pour le bien-être de tous? La position de Koame semble défendable à première vue, mais elle repose sur une vision à court terme où l'argent et le pouvoir personnel sont prioritaires. En revanche, la position de Traoré est plus holistique, cherchant à garantir que les bénéfices du développement profitent réellement à la population et non à une élite corrompue. Au final, cette confrontation ne se limite pas à un affrontement entre deux hommes d'affaires, elle représente un combat idéologique pour l'avenir du Burkina Faso entre un système où les continuent de contrôler l'accès aux ressources et un système où les gouvernements sont réellement responsables devant leurs citoyens. À ce moment, la situation entre Ibrahim Traoré et Victor Koame atteint un tournant décisif. Et d'abord, que les deux hommes se confrontent sur le terrain de la justice et de la légalité, Traoré fait une révélation choquante qui bouleverse l'équilibre des forces. Il expose un détail crucial. Le projet alternatif proposé par Koame n'a même pas commencé malgré les millions de dollars reçus à l'avance par le gouvernement. Cette information change tout. Le magnate de l'immobilier, qui pensait pouvoir manipuler la situation à son avantage, est désormais pris au piège dans ses propres mensonges. Le sourire arrogant de Koame s'effondre lentement. L'évidence de sa fraude est inévitable. Le peuple burkinabé, déjà méfiant à l'égard des élites économiques, commence à se rendre compte de l'étendue de la manipulation à laquelle il a été soumis. Ce moment de vérité est plus qu'une simple victoire pour Traoré. Il marque le début de la dissolution de l'illusion construite par Koame. Le public commence à se rendre compte que les projets de développement que Koame a vantés ne sont que des façades destinées à enrichir les élites et que la réalité sur le terrain est bien différente. Les conséquences immédiates de la confrontation entre Ibrahim Traoré et Victor Koame commencent à se faire sentir et elles sont loin d'être anodines. En quelques heures, la nouvelle de la confrontation se répand comme une traînée de poudre à travers le Burkina Faso et au-delà des frontières nationales. Les médias locaux et internationaux relaient l'information et l'image de Traoré debout face à Koame devient un symbole de résistance contre la corruption et les abus de pouvoir. Mais au-delà des effets médiatiques, les répercussions concrètes commencent à apparaître sur plusieurs fronts. Pour Victor Koame, la situation devient de plus en plus précaire. Les informations révélées par Traoré sur les malversations financières de l'homme d'affaires commencent à se diffuser largement. Ces investisseurs, qui avaient misé sur ces projets, commencent à s'inquiéter. Les institutions financières qui soutenaient son empire immobilier à travers des prêts risqués commencent à examiner de près ses contrats et ses investissements. Des audits indépendants sont lancés et la possibilité que Koame
face à des enquêtes fiscales devient de plus en plus probable. À mesure que le public prend connaissance de l'étendue de la fraude, le soutien à Koame s'effondre rapidement. Des annulations massives de contrats ont lieu et des centaines de familles qui avaient investi dans les projets de Koame se retrouvent prises dans la tourmente, confrontées à des pertes financières considérables. D'un autre côté, pour Traoré et le Burkina Faso, cette confrontation marque un tournant, c'est un point essentiel à considérer dans la manière dont le pays aborde la corruption et les intérêts privés. La lutte pour récupérer les terres publiques, pour s'opposer aux acteurs économiques puissants qui utilisent leur influence pour déstabiliser le pays, devient un combat collectif. Le peuple burkinabé, qui a observé cette confrontation de près, commence à se rallier derrière Traoré. Son image de dirigeant fort et juste se renforce. Les citoyens, auparavant sceptiques à l'idée de voir un changement réel, commencent à croire en la possibilité d'une véritable réconciliation entre les intérêts privés et les besoins publics. À l'échelle internationale, la réaction est partagée. Certains acteurs, notamment les grandes entreprises occidentales et les investisseurs étrangers, voient d'un mauvais œil les changements qui se produisent à Burkina Faso. Ils commencent à douter de la stabilité du pays et de l'opportunité de poursuivre leurs investissements. Les risques associés à un environnement politique moins prévisible augmentent. Cependant, une autre partie du monde, en particulier les pays africains voisins, commence à saluer la détermination de Traoré à remettre en question l'ordre établi. Ce combat devient un symbole de la lutte contre les intérêts privés qui écrasent les peuples. L'impact immédiat pour Koame est brutal. Il est contraint de revoir ses stratégies, de se préparer à des batailles juridiques qui pourraient durer des années. Les retombées économiques commencent à se faire sentir. Des investisseurs se retirent, les entreprises qui avaient noué des partenariats avec lui commencent à remettre en question leur engagement et les autorités fiscales de plusieurs pays africains commencent à enquêter sur ses pratiques commerciales. L'empire qu'il a construit pendant des années commence lentement à se désintégrer sous la pression des faits et des preuves irréfutables. Pour le peuple burkinabé, cette confrontation est plus qu'une simple victoire contre un homme d'affaires corrompu. C'est un message fort envoyé à tous ceux qui profitent de leur pouvoir pour exploiter les plus vulnérables. Le système est en train de changer. Les prochaines semaines, voire les prochains mois, verront des changements significatifs dans la politique économique du Burkina Faso, avec de nouvelles lois et régulations visant à renforcer la transparence et à limiter le pouvoir des magnates économiques. Dans les 6 à 12 mois suivant la confrontation entre Ibrahim Traoré et Victor Koame, plusieurs scénarios se dessinent pour le Burkina Faso, chacun ayant des conséquences profondes sur l'économie et la politique du pays. 3 trajectoires sont possibles: un scénario de stabilisation, un scénario optimiste et un scénario pessimiste. Dans le scénario de base, la situation se stabilise lentement, mais il reste des tensions sous-jacentes. Le système juridique du Burkina Faso commence à réagir face à la corruption et plusieurs hauts responsables gouvernementaux sont révoqués pour leur implication dans les pratiques douteuses. Les audits financiers menés dans les mois qui suivent révèlent des irrégularités dans d'autres secteurs également, ce qui conduit à des réformes législatives. Toutefois, les conséquences économiques de la crise ne disparaissent pas immédiatement. De nombreuses entreprises étrangères qui avaient investi dans les projets de Koame décident de se retirer, craignant l'instabilité du pays. Le taux de chômage grimpe à court terme et la croissance économique reste modérée. Cependant, la société burkinabé commence à s'adapter à cette nouvelle réalité avec des citoyens plus vigilants et des organisations de la société civile plus actives.
Le scénario optimiste envisage une transformation rapide du système, marquée par une réduction significative de la corruption et une reprise des investissements. Le soutien populaire à Ibrahim Traoré se renforce et son gouvernement parvient à créer un environnement économique plus transparent. Les investisseurs étrangers, rassurés par les réformes en cours, commencent à revenir. Des projets d'infrastructures, autrefois retardés par la corruption, redémarrent avec des priorités mises sur les secteurs agricoles et de la santé. Le Burkina Faso entame un processus de modernisation accéléré et les bénéfices de ces changements commencent à se faire sentir rapidement. La situation sociale se stabilise, les inégalités se réduisent progressivement et la stabilité politique se renforce, créant un terreau favorable à l'émergence d'une classe moyenne dynamique. En revanche, dans le scénario pessimiste, les réformes échouent à prendre racine. Les forces corrompues du passé, encore bien ancrées dans les rouages de l'État, réussissent à contrecarrer les initiatives de Traoré. La politique de lutte contre la corruption se heurte à une résistance féroce, et des scandales de plus en plus nombreux éclatent à mesure que des individus puissants cherchent à maintenir leurs privilèges. L'instabilité politique engendre une fuite des capitaux et le pays connaît une récession prolongée. Les entreprises locales et internationales hésitent à investir par crainte d'un environnement politique incertain. Le chômage augmente et les tensions sociales deviennent plus fortes, avec des manifestations populaires exigeant des réformes plus profondes. La pression sur Traoré monte et son leadership pourrait être mis à l'épreuve par des factions au sein du gouvernement qui cherchent à prendre le contrôle du pouvoir. Ces trois scénarios dessinent des trajectoires très différentes pour l'avenir du Burkina Faso. Cependant, chacun d'eux dépendra de la capacité du gouvernement à maintenir sa lutte contre la corruption et à équilibrer les besoins du développement économique avec la justice sociale. Le combat mené par Ibrahim Traoré contre la corruption et l'injustice n'est pas seulement un affrontement politique au Burkina Faso, c'est un message pour le reste du continent africain et au-delà. Dans ce contexte de lutte, chaque action entreprise par Traoré résonne profondément auprès des citoyens, mais aussi des leaders politiques et des entrepreneurs à travers le monde. Pour le peuple burkinabé, voir un dirigeant qui défend les intérêts du pays contre des élites corrompues est un moment de catharsis. La résilience de Traoré est un symbole d'espoir, montrant que même les plus puissants ne sont pas à l'abri de la justice et que les décisions politiques peuvent réellement changer la trajectoire d'une nation. Ce n'est pas seulement la victoire de Traoré qui est significative, mais l'implication active des citoyens dans ce processus de transformation. Ce qui s'est joué dans cette confrontation va au-delà des frontières du Burkina Faso. Il incarne un changement de mentalité dans une Afrique en quête de réformes profondes. Les jeunes qui ont observé cette bataille commencent à remettre en question le système économique et politique dans lequel ils ont grandi. Ils voient désormais qu'il est possible de se battre pour un avenir plus juste, un avenir où la richesse n'est pas concentrée entre les mains d'une élite, mais partagée pour le bien-être collectif. Mais la question reste ouverte. Qu'en est-il des autres nations africaines? Combien de fois avons-nous vu des leaders qui ont promis de lutter contre la corruption, mais qui se sont retrouvés submergés par le système qu'ils cherchaient à réformer? L'exemple de Traoré pourrait-il être un modèle pour d'autres pays qui sont confrontés aux mêmes défis? Pour l'instant, tout semble indiquer que le Burkina Faso, sous sa direction, se trouve à un carrefour où le changement est non seulement possible, mais nécessaire. Pour que les réformes entreprises par Ibrahim Traoré portent leurs fruits, un plan d'action clair et structuré doit être mis en place.
Le premier objectif est de renforcer la transparence dans la gestion des ressources publiques. Cela nécessite la mise en place d'un système de suivi en temps réel de l'utilisation des fonds publics, accompagné de sanctions sévères en cas de malversation. Une telle initiative impliquera non seulement une surveillance étroite des ministères et des agences gouvernementales, mais aussi la participation active de la société civile, des journalistes d'investigation et des organisations non gouvernementales. Et d'abord, la réforme du secteur privé doit être une priorité. Pour ce faire, un cadre juridique strict doit être instauré pour garantir que les investissements, tant nationaux qu'internationaux, respectent les normes éthiques et bénéficient réellement au développement durable du pays. Ce cadre pourrait inclure des incitations fiscales pour les entreprises qui investissent dans des secteurs comme l'agriculture, l'éducation et la santé, tout en imposant des restrictions plus sévères sur les investissements immobiliers spéculatifs et les projets à masse au risque. Un tel environnement créerait des opportunités pour les entreprises responsables, tout en limitant les abus des grandes fortunes. Enfin, la refonte du système éducatif et la formation de la jeunesse burkinabé sont essentielles pour garantir un changement durable. Les jeunes doivent être formés non seulement aux compétences techniques, mais aussi à des valeurs d'éthique, de justice et de responsabilité sociale. Cela passera par l'introduction de programmes éducatifs axés sur la citoyenneté active, la gouvernance transparente et les droits de l'homme. En engageant les jeunes dans le processus de réforme, le pays pourra garantir que les changements qui se produisent ne sont pas seulement temporaires, mais profondément ancrés dans la culture nationale. Le Burkina Faso a traversé une épreuve décisive, mais le chemin qui reste à parcourir est tout aussi crucial. Ibrahim Traoré, en remettant en question les puissantes forces économiques et en confrontant l'élite corrompue, a posé les bases d'un avenir différent pour son pays. Cependant, ce n'est qu'un début. À travers la confrontation avec Victor Koamé, Traoré a montré que l'on peut se dresser contre des systèmes injustes et que l'on peut, par la volonté et l'action, imposer des changements significatifs. Cette confrontation ne sera pas oubliée de sitôt. La route autrefois bloquée, symbole de l'injustice et de la corruption, est désormais un passage libre, accessible à tous. Cette route, qui avait été détournée au profit des élites, appartient désormais au peuple burkinabé. Le message est clair, rien n'est au-dessus de l'intérêt public et chaque décision politique doit être guidée par un sens profond de justice et de responsabilité envers les citoyens. Et d'abord, que le pays avance, Ibrahim Traoré, comme un phare dans une mer agitée, continue de guider son peuple vers un avenir plus juste. Cette bataille, bien qu'intense et complexe, n'est que le début d'un voyage qui, espérons-le, inspirera d'autres nations à poursuivre un chemin similaire de réforme et de transparence. Le Burkina Faso entre dans une nouvelle ère, mais le chemin reste semé d'embûches. Si cette histoire vous a touché, si vous croyez, comme Ibrahim Traoré, que la justice et l'intégrité doivent primer sur l'intérêt personnel, il est temps de réfléchir sur ce que chacun d'entre nous peut faire pour soutenir le changement. Chaque action, aussi petite soit-elle, contribue à l'édification d'un avenir plus équitable. Le monde change et nous avons tous un rôle à jouer dans cette transformation. Partagez cette histoire, engagez-vous dans les discussions autour de la justice sociale et de la gouvernance éthique. Participez à la construction d'un environnement où les dirigeants sont responsables de leurs actions et où chaque citoyen, indépendamment de son statut, peut espérer une vie meilleure. Ensemble, nous pouvons être le moteur du changement, un changement qui ne se limite pas aux frontières du Burkina Faso, mais qui résonne à travers toute l'Afrique et au-delà. Abonnez-vous à notre chaîne et restez informés sur les histoires qui défient le pouvoir établi. Le voyage ne fait que commencer.